Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle leçon qui va porter cette fois-ci sur la résolution amiable des différends. On va essayer de comprendre un peu comment les choses peuvent se résoudre à l'amiable au lieu d'aller vers le contentieux systématiquement. C'est un peu ça l'idée générale. Et vous allez vous rendre compte d'ailleurs que même en justice, même devant les tribunaux, l'objectif c'est pas toujours d'aboutir à un jugement. On essaye parfois de résoudre les difficultés avant que ça n'aille jusqu'à cette extrémité qu'est le jugement finalement. Alors, la première chose que je souhaiterais vous dire, c'est que du point de vue strictement juridique, la résolution amiable des différends, c'est trois procédures différentes, distinctes. La première, c'est la procédure de conciliation, la deuxième, c'est la procédure de médiation, et la troisième, c'est la procédure dite de participation partagée. Voilà les trois procédures qui existent en la matière. Quand on parle de résolution amiable des différends en droit tout au moins, on vise les trois procédures dont je viens de parler. Je vais m'intéresser à la conciliation dans un premier temps, pour vous dire une chose très simple, mais quand même fondamentale, c'est qu'il entre dans la mission générale du juge de concilier les parties. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 21 du Code de procédure civile. Autrement dit, dans la philosophie du droit, si vous voulez, ou de la loi en général, l'idée c'est quand même de tenter de concilier les parties plutôt que d'aller au procès. Alors vous connaissez peut-être le dicton un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Alors on peut certes discuter cette affirmation, mais dans tous les cas de figure, l'idée c'est quand même d'essayer d'arriver à un arrangement plutôt que d'aller systématiquement vers un procès. Alors, disons que dans le Code de procédure civile, c'est celui qui nous intéresse dans cette première partie de mon travail, on trouve des articles qui disent par exemple que le juge d'instance est un juge conciliateur. Autrement dit, son rôle, c'est quand même de concilier les parties, et d'ailleurs devant le tribunal d'instance, alors en soi qui n'existe plus puisque le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance ont fusionné pour donner naissance précisément à un tribunal qui s'appelle le tribunal judiciaire. Et bien quand vous regardez effectivement les dispositions de la loi par rapport au tribunal d'instance, on nous explique que le juge s'efforce de concilier les parties. C'est l'article 845 du Code de procédure civile. Et s'il ne le fait pas lui-même, eh bien, il a le droit de déléguer cette fonction à un conciliateur de justice. Donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est d'aller vers une conciliation plutôt que d'aller vers un conflit qui est plus dur et qui va aboutir à un jugement. Alors cette idée de juge conciliateur est une idée quand même assez ancienne. On la retrouve effectivement dans le Code de procédure civile. Et je dirais qu'elle a été accentuée d'une certaine manière par la loi du 20 janvier 2012, qui est une loi qui portait sur le règlement des différends, si vous voulez, mais à l'amiable, le règlement amiable des différends. Et on trouve en effet, depuis cette loi de 2012, un article 129 dont je vais vous faire lecture, et vous allez voir que c'est relativement clair, puisqu'on nous explique dans cet article que le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Là, ça veut dire que finalement, non seulement le juge a pour mission générale de tenter de concilier les parties, mais en plus, il peut, depuis 2012, dans les procédures qui relevaient jusque-là du tribunal d'instance et qui maintenant vont relever du tribunal judiciaire, eh bien, il peut enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur, non pas pour qu'il les concilie, parce qu'on ne peut pas obliger des gens à se concilier, mais en revanche, pour qu'il leur explique ce qu'est la conciliation, les avantages éventuels d'une conciliation. Donc c'est intéressant de voir qu'on essaye de mettre l'accent sur la conciliation. Et cette tendance dont je viens de parler a été largement accentuée par la loi du 23 mars 2019 qui porte réforme de la justice et qui essaye d'inscrire dans notre temps une justice plus moderne
qui est prête à affronter le XXIe siècle. C'est un peu le titre de cette loi d'ailleurs qui nous fait penser à tout cela. Et dans cette loi donc, de 2019, eh bien, on a aussi installé l'obligation de tenter une conciliation devant le tribunal de grande instance, donc tribunal judiciaire aujourd'hui, dans certaines procédures, notamment par exemple les procédures qui portent sur des conflits de voisinage ou des procédures qui portent sur des montants qui sont peu importants, pour le droit tout au moins, puisque le montant a été fixé par un décret de 2019, de décembre 2019, c'est 5 000 €. Donc on sait aujourd'hui que devant le tribunal d'instance, devant le tribunal de grande instance pour certaines procédures, l'objectif c'est quand même de concilier les parties et non pas d'aller directement dans le dur, je dirais, d'une certaine manière, pour aboutir à un jugement. Alors on rencontre également ce type de procédure préalable, qui consiste à essayer de concilier les parties. On rencontre cela aussi au niveau du Conseil des prud'hommes, puisque devant le Conseil des prud'hommes, on n'est pas habilité d'une certaine manière à aller directement devant la juridiction du jugement pour être jugé. Il faut d'abord passer par une procédure de conciliation devant un bureau qui porte ce nom d'ailleurs, qui s'appelle le bureau de conciliation. C'est prévu par le Code du travail. Je vous lis simplement l'article pour que vous l'ayez en tête. Le Conseil de prud'homme règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Et cet article se termine par « Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Donc ça veut bien dire que finalement, la priorité au niveau prud'homal, c'est la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation, et on juge que s'il n'est pas possible de concilier. Je précise simplement qu'en matière prud'homale, il y a certaines affaires qu'on ne peut pas concilier, et par conséquent, elles passent directement au bureau de jugement. Mais en dehors de ces affaires, sachez que la conciliation est un principe, et on voit bien que ce principe, finalement, qui existe en matière civile, dans les procédures que j'ai énoncées, on le retrouve aussi en matière de droit du travail et de conflit du travail, je dirais. Alors ensuite, ce qui va nous intéresser, on a vu la conciliation, la procédure de conciliation, on va s'intéresser à la question de la médiation. C'est différent, mais c'est important d'avoir en tête ce qu'est la médiation. Et la médiation, on la retrouve à 3 niveaux, en matière pénale, en matière civile et en matière administrative. Donc on va voir un peu la question de la médiation en matière civile d'abord, en matière pénale ensuite, et en matière administrative pour terminer. Alors en matière civile, on va dire que la médiation, elle existe depuis un certain temps, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, puisque en effet, en matière civile, nous avons une médiation qui existe dans le cadre des procédures familiales, et plus précisément, dans le cadre des procédures familiales, plus précisément dans le cadre des conflits relatifs par exemple à l'autorité parentale. Alors je vais vous lire ici un article du Code civil dont la première partie va poser le principe de la médiation, et vous verrez que la deuxième partie va un peu plus loin puisque cet article a été modifié par la loi justement du 23 mars 2019 que je citais tout à l'heure. Alors c'est l'article 373-2-10 du Code civil qui dit la chose suivante. En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties, à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale. Le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Donc on est bien en matière d'autorité parentale, de désaccord par rapport à cet exercice, et le juge qui peut en effet proposer aux parties un médiateur familial pour tenter de trouver une solution à leur désaccord. Et en 2019, c'est-à-dire le 23 mars 2019, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2020, il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant,
de rencontrer un médiateur familial qui les informera de l'objet et du déroulement de cette procédure, de cette mesure. Alors là, vous avez effectivement quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en matière de médiation familiale, on a à peu près le même principe qu'en matière de conciliation. Il peut y avoir une proposition, mais il peut y avoir aussi une injonction à rencontrer le professionnel qui sera chargé, notamment ici de la médiation, ici un médiateur familial, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et qui est titulaire du diplôme d'état de médiation familiale. Donc ça, c'est possible. Donc on voit bien qu'en matière familiale, la médiation existe depuis un certain temps. La justice a intégré finalement la possibilité de faire appel à un médiateur familial, et on voit aussi que la médiation familiale peut être pas imposée, mais disons la rencontre avec un médiateur familial peut désormais être imposée, ce qui n'était pas le cas avant. Voyons également dans le cadre de la médiation, allons voir ce que dit l'article 131-15 du Code de procédure civile, qui se situe d'ailleurs dans un chapitre 2 qui s'appelle la médiation. Et vous allez voir que cet article, alors c'est pas tant l'article 131-15, c'est sous l'article 131-15, vous allez trouver en effet la loi du 8 février 1995 qui est relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Et cette loi du 8 février 1995 a été modifiée par celle du 23 mars 2019 dont je parlais précédemment. Et cette modification a permis effectivement de modifier l'article 22-1 de la loi de 95. Et voilà le sens de la modification. Je vous lis cet extrait. En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Donc là, vous voyez cette loi donc, de mars 2019 qui modifie celle du 8 février 1995, qui concerne l'ensemble des procédures civiles, pénales et administratives, vient nous dire que finalement, même en référé, c'est-à-dire dans les procédures d'urgence, il est possible d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que finalement, tout ce qui concerne la conciliation et la médiation semble être privilégié par le législateur comme étant des manières finalement de désengorger les tribunaux et d'aboutir à des solutions qui peut-être sont plus facilement acceptables pour les parties que ne le sont les jugements finalement de condamnation, si vous préférez. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la médiation civile pour l'instant. Donc après avoir vu finalement la médiation civile, on vient d'en dire un certain nombre de choses, on va s'intéresser un peu à la médiation pénale. Alors la médiation pénale en soi, si vous voulez, il faut se référer au Code de procédure pénale. Et dans le Code de procédure pénale, il est indiqué, alors je lis l'extrait qui va nous intéresser, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur et la victime. Voilà, l'idée c'est ça. C'est donc la possibilité de faire procéder à une médiation pénale. Alors ici, à l'initiative du procureur, ça peut être aussi à l'initiative de la victime, mais il est possible aussi d'imaginer une médiation pénale dans le cadre des violences conjugales. Mais dans cette hypothèse, seule la victime peut solliciter une médiation pénale, le procureur ne peut pas. Dans tous les cas, vous aurez compris que l'idée, encore une fois ici, c'est d'éviter
d'engorger les juridictions correctionnelles, par exemple, de contentieux qui pourraient trouver des solutions autres que la mobilisation, je dirais, de l'arsenal judiciaire pour régler le problème. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors les médiateurs qui interviennent dans ce cadre-là, ça peut être évidemment le procureur, un substitut du procureur, un délégué du procureur ou éventuellement aussi une association habilitée pour faire de la médiation pénale. Ensuite, nous avons la question de la médiation administrative. Alors, c'est ce que j'avais signalé, hein, il y a 3 types de médiation, civile, pénale et administrative. Donc là, nous en sommes à la médiation administrative. Alors la médiation administrative, c'est quand une administration est en conflit avec un usager, un citoyen, et que, effectivement, pour essayer de résoudre la difficulté qu'il rencontre, on fait appel à la médiation, qui va passer par conséquent par un médiateur, évidemment. Et ce qu'il faut souligner davantage, c'est que cette médiation, elle est, je dirais, expérimentée depuis quelques temps maintenant, puisque l'expérimentation a commencé le 1er avril 2018 et se terminera le 18 novembre 2020, une expérimentation de la médiation administrative obligatoire dans certains types de contentieux, la fonction publique, certaines aides sociales, le logement, la radiation des demandeurs d'emploi. Et quand je dis certaines aides sociales, on peut par exemple citer le RSA, ou l'allocation spécifique de solidarité. Quand il y a un contentieux dans les domaines que je viens de citer, la loi d'expérimentation, qui est une loi, c'est un décret du 16 février 2018, prévoit qu'il est obligatoire de tenter d'abord une médiation avant d'aller au tribunal administratif pour faire juger l'affaire. Donc vous voyez que la médiation administrative gagne aussi du terrain. L'idée, c'est également la même que pour la médiation en général, voire et la conciliation également. L'idée, ça reste le désengorgement des tribunaux pour aboutir à des solutions amiables plutôt qu'à des solutions qui seraient des solutions contentieuses, je dirais, avec un jugement qui aboutit à la fin à la condamnation de quelqu'un. Donc c'est bien ça l'idée générale. Donc, si on résume, on a bien des procédures de conciliation qui existent, des procédures de médiation civile, pénale et administrative, ayant à peu de choses près, le même type de mécanisme, essayer de trouver un accord entre les parties, et ayant la même finalité, je dirais, le désengorgement des tribunaux. Alors peut-être, pour être un peu plus précis, on peut dire que le conciliateur, son rôle, c'est d'entendre les parties et de tenter de leur proposer une solution. Donc c'est lui qui leur apporte la solution. Alors que dans la médiation en général, et dans la médiation familiale en particulier, le médiateur n'apporte pas la solution. Il va conduire en fait la médiation, c'est une technique en fait finalement, et ce sont les parties qui vont proposer une solution. Peut-être ça la distinction principale entre conciliation et médiation. Même si je trouve que dans la loi, souvent, on mélange un peu les termes, et parfois on pourrait penser qu'il y a même une confusion, mais dans tous les cas, si on veut être assez strict là-dessus, il faudra dire plutôt ça. Ensuite, je me suis intéressé, donc on a vu conciliation, médiation, dans le domaine judiciaire, dans le domaine administratif. Je me suis intéressé à ce qui existait dans le domaine social. Et finalement, dans le domaine social, si on regarde bien, en termes de conciliation-médiation, il n'y a pas énormément de choses. Pour ma part, j'ai relevé d'abord, en termes de conciliation, j'ai relevé la possibilité d'une procédure de conciliation en matière de handicap. En effet, en matière de handicap, la totalité des décisions concernant les personnes, que ce soit la reconnaissance du statut de personne handicapée, que ce soit l'orientation, que ce soit les taux d'incapacité, tout ce qui concerne le handicap, ce sont des décisions qui sont prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Bon. Ces décisions peuvent être évidemment contestées en justice, ça va de soi. Il y a un recours contentieux possible, prévu par la loi. Mais il est possible aussi aux parties de choisir de faire appel à un conciliateur
dans cette hypothèse. Donc c'est prévu par l'article 146 L 146-10 du Code de l'action sociale et des familles. Donc retenez cet article, la possibilité dans le champ du handicap exclusivement de faire appel à un conciliateur en cas de problème. Ce conciliateur ou la liste des conciliateurs est dressée par la maison départementale des personnes handicapées, donc il faut s'adresser évidemment à la MDPH. Mais on comprend que là, on est aussi dans la recherche d'une conciliation pour éviter qu'il n'y ait conflit et que ça aille plus loin finalement. Bon. Deuxième chose qu'on connaît bien, c'est la personne qualifiée de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. On sait que effectivement, quand un usager rencontre des difficultés avec l'établissement ou le service dans lequel il peut faire appel à une personne qualifiée. Alors, je reviens un instant sur cette notion de personne qualifiée parce qu'elle m'intéresse dans la mesure où on utilise dans cet article qui régit en fait la personne qualifiée, on n'utilise ni le terme de conciliateur ni le terme de médiateur, on parle bien de personne qualifiée. Alors, quelle différence y a-t-il entre une personne qualifiée finalement et un médiateur et un conciliateur? Je crois que médiateur comme conciliateur se trouve à équidistance entre les parties, c'est-à-dire au milieu, si vous préférez. Alors que la personne qualifiée, dans les textes, c'est très clair, c'est quelqu'un qui défend l'usager lorsque, effectivement, les droits de ce dernier ne sont pas respectés. Donc c'est plus un défenseur des droits de l'usager qu'un conciliateur ou un médiateur. Voilà ce qu'on peut dire pour le secteur social et médico-social. Je dirais que si on regarde bien, en effet, on ne trouve pas plus de dispositions que ce que je viens de dire. Dernier point là-dessus, je rappelle, premier point conciliateur, deuxième point médiateur, troisième point conciliation-médiation dans le secteur social, ce qu'on vient de voir à l'instant, et j'ai ouvert un quatrième point que j'ai appelé autres dispositions qui nous renvoient à des systèmes de médiation ou de conciliation dans des domaines divers. Le premier qui est très important en revanche, c'est le défenseur des droits. Je pense que ça c'est important parce que le défenseur des droits, donc, alors vous avez, c'est une autorité administrative indépendante, on peut même dire une autorité constitutionnelle indépendante, parce que en effet, le médiateur est reconnu par la Constitution, il y a un titre de la Constitution qui lui est consacré. Alors de quoi s'agit-il? Alors si on regarde bien, le défenseur des droits, en fait, il n'est rien d'autre que l'addition de ce qui existait avant en la personne du médiateur de la République, du défenseur des enfants et de la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD. Voilà. Donc ces trois autorités administratives ont fusionné, si vous préférez, pour donner naissance aux défenseurs des droits qui aujourd'hui exercent toutes les missions qui étaient dévolues par la loi aux différentes autorités que je viens de citer. Alors, effectivement, vous trouvez dans le Code de procédure civile la loi organique du 29 mars 2011 qui vient préciser le rôle, les missions du défenseur des droits. Alors, évidemment, on ne va pas s'intéresser dans le détail à l'institution, je vais simplement vous dire, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, que lorsque une personne est en conflit avec l'administration, lorsqu'une personne est victime de discrimination, lorsqu'un enfant voit ses droits bafoués, eh bien, en effet, vous pouvez vous adresser au défenseur des droits. Alors, vous imaginez bien que le défenseur des droits, actuel d'ailleurs, qui s'appelle Jacques Toubon, il ne va pas traiter toutes les affaires tout seul, il a toute une organisation, ça va de soi, et vous trouverez au niveau local des correspondants, je dirais, du défenseur des droits. Mais retenez bien cela, l'objectif du défenseur des droits, ce n'est pas le conflit, c'est de trouver en fait un point d'équilibre entre les différents antagonistes. Évidemment, il se réfère beaucoup à la loi, évidemment, mais il peut prendre aussi en compte d'autres considérations, par exemple des considérations qui sont plus tirées de l'équité, pour faire des propositions qui ont pour objet, je dirais, d'éviter le contentieux.
Donc, j'insiste sur le défenseur des droits, j'insiste sur le fait que tous les ans, un rapport est publié par le défenseur, et ce rapport est très riche en enseignements, donc il faut ne pas hésiter à aller voir le rapport du défenseur des droits. Deuxièmement, j'ai repéré dans le Code du travail, alors une procédure qu'on connaît bien maintenant, hein, mais je l'ai repéré quand même pour l'inscrire dans le cadre de ce cours, eh bien c'est tout ce qui concerne la rupture conventionnelle du contrat de travail. Vous savez hein, qu'un contrat de travail peut être conclu par le biais d'une convention, d'une rupture conventionnelle signée entre les salariés ou le salarié et l'employeur. Alors, retenez surtout que désormais il est possible de procéder ainsi, même dans le cadre d'un licenciement économique. Donc ce serait une rupture, on va dire, collective conventionnelle, alors que jusque-là, cela n'était possible que pour les ruptures individuelles, on va dire ça comme ça. Donc là, je repérais l'article et j'ai voilà donc qui traite de cela. Dans tous les cas, vous trouverez effectivement dans le Code du travail les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ou rupture collective. Bon, là c'est pareil. L'objectif, c'est bien sûr d'éviter le contentieux et de tenter de résoudre les difficultés plutôt de manière, entre guillemets, amiable, étant précisé que ce type de rupture, il y a toute une procédure et il y a notamment une vérification par l'administration que les personnes qui signent ce contrat sont dans une situation, pas d'équilibre, mais dans tous les cas de respect des minimums d'indemnité par exemple qui sont dus au regard du droit du travail. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, ce n'est pas une transaction simple où je pourrais éventuellement abandonner mes droits au profit de l'employeur, c'est beaucoup plus réglé que cela. Donc voilà, retenez ça. Et puis dernier point, toujours dans le Code du travail, par rapport à cette notion de règlement des litiges de manière plutôt amiable, eh bien c'est dans le cadre du harcèlement moral, eh bien il est possible effectivement de faire appel à un médiateur. Alors c'est prévu par l'article L 1152-6 du Code du travail. Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Donc voilà, donc c'est clair, je pense, hein, on peut effectivement dans ces cas-là également faire appel à une procédure de médiation quand on considère que on est capable de supporter, je dirais, un peu cette procédure, parce que c'est pas évident dans le cadre du harcèlement moral en particulier. Alors la procédure n'est pas éligible, évidemment, enfin n'est pas ouverte dans l'hypothèse d'un harcèlement sexuel. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les modes de règlement amiable des litiges. Je récapitule simplement pour que on ait bien en tête les différentes possibilités. La conciliation, la médiation, ça c'était les deux modes que j'ai vus dans un premier temps. Et puis après, je me suis intéressé à la conciliation et à la médiation dans le secteur exclusivement social, et j'ai abouti à cette conclusion qu'il n'y avait pas énormément de procédures prévues dans ce domaine, mais on a cité quand même la personne qualifiée et la personne qui peut intervenir dans le cadre la personne qualifiée et la personne qui peut intervenir dans le cadre des personnes handicapées, donc le conciliateur en matière de personnes handicapées. Et puis voilà, hein, et enfin, j'ai terminé avec d'autres dispositions pour vous montrer ce qu'il en était. Alors là, je cherche un article parce qu'il faut que je vous donne une dernière définition. Mais bien sûr, comme je cherche l'article, alors je crois que c'est l'article 2060, on va tenter la chance, on verra bien si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est l'article 2060 qui devrait parler de ça, ou 2062, voilà. Simplement je termine là-dessus, et j'ai dit que ça, bon, je n'ai pas l'intention de développer plus, parce que c'est pas un domaine qui nous intéresse au premier chef, mais pourquoi pas. Alors ça s'appelle
la procédure participative. Donc c'est un quatrième point si vous voulez, mais sans qu'on entre dans le détail. Je vous lis la définition et on s'arrêtera là-dessus. La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties indifférents s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différends ou à la mise en état de leurs litiges. Cette convention est conclue pour une durée déterminée et elle implique, je le rajoute, obligatoirement la présence d'avocats. Donc ce sont des conventions entre avocats et leurs clients pour essayer d'arranger les choses. Mais on est déjà dans une phase où il y a les avocats. Là, j'ai traité de procédures qui sont hors avocat d'une certaine manière et qu'on peut facilement mettre en œuvre. Il suffit de suivre un peu ce que j'ai dit. Voilà pour ça. Donc ce que nous allons maintenant aborder, ce sera le dernier point en fait, c'est la question de l'indemnisation des victimes. Je vais vous donner des informations générales là-dessus. Alors évidemment, encore une fois, l'idée c'est d'avoir une vision globale des choses. Hein, et après écoutez, il vous appartient de développer davantage vos connaissances si vous le souhaitez. Alors sur l'indemnisation des victimes, on parle généralement d'indemnisation des victimes d'infractions, crimes, délits, etc. Donc les gens qui ont subi un préjudice suite à une infraction. Alors, la première chose qu'il faut connaître, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui au tribunal judiciaire, avant au tribunal de grande instance, qui est présidé d'ailleurs par un magistrat du tribunal, qui jouera un rôle très important, je vous en parlerai par la suite, mais voilà, il faut savoir ça, donc la CIVI. Alors, elle intervient quand l'auteur des dommages est inconnu, quand l'auteur des dommages n'est pas solvable, donc elle peut intervenir aux lieux et places, si vous voulez, de l'auteur des dommages pour dédommager la victime. Il y a deux types de dommages qui sont susceptibles d'être pris en compte, les dommages corporels mais aussi les dommages matériels. Alors évidemment, quand on est dans le cadre des dommages corporels, il n'y a pas de limite dans le montant d'indemnisation. Dès que vous êtes dans le cadre du dommage matériel, il y a une limite dans le montant d'indemnisation, et il y a des conditions aussi qui sont posées, puisqu'en effet, dans le cadre du dommage matériel, par exemple, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources. Voilà. Donc sachez-le, hein, il existe la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui intervient dans les cas de personnes qui sont victimes d'infraction et qui malheureusement tombent sur une personne qui n'est pas solvable, qu'on n'a pas retrouvée, etc. Ensuite, il existe aussi un service, c'est le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infraction, le SARVI, et en fait c'est un service qui intervient principalement quand la CIVI n'intervient pas, soit parce que votre dommage par exemple ou votre préjudice n'entre pas dans le cadre du champ d'intervention de la CIVI. Alors la SARVI peut vous indemniser en vous versant des dommages et intérêts. Alors de manière intégrale quand le montant est inférieur à 1 000 €, et puis au-delà de 1 000 €, c'est 30% du montant des dommages avec une limite fixée à 1 000 €. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Et enfin là-dessus, vous avez aussi le JUDEVI, le juge des victimes. En fait, c'est le juge délégué aux victimes, plus exactement. C'est lui qui préside la CIVI. Et ce magistrat a un rôle, évidemment, de suivi de l'indemnisation et surtout vient aussi vous informer sur vos droits, vous donne toutes les informations nécessaires pour recouvrer les sommes qui vous sont dues. Donc il a un rôle essentiel par rapport à ça. Vous pouvez lui adresser aussi en matière pénale, par exemple, une demande pour être informé quand la personne qui vous a causé le dommage a été condamnée à de l'emprisonnement ferme, pour vous informer du jour de sa libération, par exemple. Mais vous pouvez donc faire cette demande. Il existe un formulaire en ligne, un CERFA, qui vous servira à faire ce type de demande. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'indemnisation des victimes en matière pénale. Ensuite, je vous parle, et c'est le dernier point, du fonds de garantie des assurances obligatoires, le fonds de garantie des assurances obligatoires, FGAO, qui intervient dans deux domaines, lui. Il intervient dans les accidents de la circulation.
alors qui implique un véhicule terrestre à moteur, autrement dit, en gros, une automobile ou une moto ou un camion, hein, ou un bus, voilà, tout ce qui est véhicule terrestre à moteur. Alors, il intervient dans ce domaine quand vous êtes face à une personne insolvable qui n'est pas assurée, qu'on n'a pas retrouvée, etc., etc. Donc, on fait une demande auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires. Ça vous permet d'être indemnisé. Et puis, dernier point, il intervient dans les accidents de chasse. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour l'indemnisation des victimes. Bien entendu, vous trouverez des fiches pratiques détaillées sur les sites du servicepublic.fr. Donc allez sur ces sites-là, parce que ce sont des sites officiels, vous êtes sûr que l'information est bonne. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Donc, nous avons vu ensemble hein, tous les modes de résolution amiable des différends. Vous avez une vision à peu près globale des choses. Et puis, tout ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Voilà. J'espère que cette intervention vous aura permis, dans tous les cas, de mieux connaître un peu le système qui existe en matière de résolution amiable des différends, et puis le système aussi en matière d'indemnisation des victimes. Ce sont des choses qui sont importantes de connaître, parce que même si on ne connaît pas le détail, à minima, quand on en a entendu parler, on a déjà gagné la partie, si vous préférez. C'est un peu vrai quand même, puisque le nerf de la guerre, c'est souvent l'information. Ceux qui ont l'information, en général, s'en tirent mieux que ceux qui ne l'ont pas. Ça me semble être un principe presque général. Voilà mes amis, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon bientôt. Au revoir.